À tous, merci d'être présent pour ce premier Facebook Live de l'année 2024. Le dernier Facebook Live du 26 décembre dernier a quand même été partagé par 3600 personnes, 3600 vues. Donc je vous remercie pour votre implication dans ce Facebook Live. Ça me conforte dans mon choix de nous rencontrer tous les mois, le dernier mardi de chaque mois, avec de plus en plus de questions qui me sont adressées et je vous en remercie. Et je vous rappelle que ces questions, vous pouvez les envoyer quand vous le souhaitez. Le plus tôt me permettra, lorsque j'ai besoin d'éléments de réponse, de pouvoir vous apporter des réponses précises. Et en tout cas, je m'engage une nouvelle fois à répondre à l'ensemble des questions que vous posez. Alors, premier live de l'année 2024, c'est l'occasion pour moi, puisque nous sommes encore que le 30 janvier, de vous présenter personnellement à chacun et à chacune d'entre vous mes meilleurs vœux pour l'année 2024, que cette année qui commence soit pour vous une année riche, une année de partage, une année d'amitié et puis surtout une année où je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de réussite dans vos projets et beaucoup de rencontres et beaucoup de qualité de vie sur notre beau territoire d'Alès et d'Alès Agglomération. Je crois que ce sont des vœux importants dans cette période troublée au niveau international, au niveau national, avec la crise que nous vivons aujourd'hui avec nos agriculteurs. J'y reviendrai dans quelques instants. Ça a été l'occasion, il y a quelques jours, à l'occasion des vœux que j'ai présentés à la population, comme chaque année, au Parc des Expositions, devant près de 2000 habitants du territoire. Je vous rappelle que vous êtes toutes et tous, bien sûr, invités à ces vœux qui ont lieu chaque année au milieu du mois de janvier au Parc des Expositions. Je ne vais bien sûr pas vous refaire le discours que j'ai prononcé à cette occasion. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur les Facebook si vous avez le courage d'écouter les 47 minutes du discours. Alors, pas 47 minutes pour ne rien dire, du moins je l'espère. 47 minutes pour faire à la fois le bilan de ce que nous avons fait en 2023, parler un peu du monde foot dans lequel nous vivons, parler des grands enjeux, à la fois de notre territoire, mais des territoires en général, et peut-être au-delà de la France, avec des enjeux sur l'aménagement du territoire, sur la qualité de vie dans nos territoires à taille humaine. Et puis également, c'était l'occasion pour moi de présenter les projets qui allaient arriver en 2024, les inaugurations qui sont le fruit du travail réalisé ces dernières années. Par exemple, la salle à l'escalade que nous avons inaugurée il y a quelques jours avec Max Roustan, et tous les projets qui vont arriver, à la fois au sport, à la fois dans la culture, le lancement des travaux du marché qui vont bientôt commencer, qui seront essentiels pour notre territoire, et l'ensemble des projets qui vont se poursuivre dans le cadre de notre projet de territoire, dont 67% des projets sont aujourd'hui soit réalisés, soit en cours. Et tout cela malgré les difficultés financières que nous rencontrons, nous les collectivités, j'ai l'occasion de le rappeler, je veux vous le redire, les collectivités souffrent comme les ménages, comme les entreprises. Nous avons subi, tout comme chacun d'entre nous, l'inflation, le prix de l'énergie qui a explosé. Nous avons également connu des augmentations assez considérables des coûts des travaux parce que les entreprises elles-mêmes subissent le coût de l'inflation, le coût de l'augmentation des rémunérations avec des mesures importantes pour le personnel de la ville d'Alès et d'Alès Agglomération. Et malgré ça, malgré ces augmentations importantes, je le dis, je le redis, nous n'avons pas été accompagnés à cette juste mesure par l'État dans les dotations. Il y a des engagements de l'État clairs aujourd'hui dans l'aide qu'ils apportent à travers les dotations à l'ensemble des collectivités. Je ne parle pas que pour Alès et Alès Agglomération, je parle pour l'ensemble des collectivités qui, je vous le redis, portent 75% de l'investissement dans nos territoires. 75% de l'investissement public, des équipements publics sont portés par les communes, par les intercommunalités, par les départements et par les régions, c'est-à-dire par nos collectivités locales. C'est nous qui faisons le territoire. Et pour ce faire, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de financement, nous avons besoin de subventions, nous avons besoin d'une redistribution de la richesse nationale qui est, j'avais eu l'occasion de vous l'expliquer, je crois en mars dernier, en vous parlant un peu de finances publiques, qui est très injustement redistribuée sur le pays avec beaucoup de reversements sur les métropoles, ce que je déplore, et peu de reversements sur les territoires à taille humaine, les villes moyennes, la ruralité,
qui pourtant héberge 70% de nos concitoyens. Oui, 70% des Français vivent dans les villes comme Alès et d'autres villes, vivent dans les villes moyennes, vivent dans nos villages, vivent dans nos communes, contre 30% qui vivent dans la région parisienne, dans nos grandes métropoles, à Bordeaux, à Grenoble, à Marseille, à Lyon, à Rennes, à Toulouse, à Montpellier. Et pourtant, nous ne recevons pas les subventions à juste proportion de la population. J'ai eu l'occasion de le dénoncer une nouvelle fois, tout comme, bien sûr, et je vous le redis, et je vous l'avais sûrement expliqué lors d'un Facebook Live, c'est quelque chose d'important. Il faut que vous l'entendiez bien sur l'application de la loi ZAN. Donc, et je vous en reparlerai. Alors, la ZAN, c'est quoi le ZAN d'ailleurs? On dit le ZAN, on ne dit pas la ZAN. Le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que d'ici 2031, donc dans moins de 10 ans, hein, dans 7 ans, nous ne pourrons plus artificialiser 1 mètre carré sur tout le territoire français. Alors, quand on dit ça, ben, on peut tous se réjouir de ces décisions. Et effectivement, je partage avec, je pense, la grande majorité de nos concitoyens le fait qu'il faut faire très attention à protéger notre environnement, protéger notre pays, et que l'artificialisation galopante peut avoir des conséquences dramatiques sur notre environnement, sur le réchauffement climatique. Pour autant, je l'ai dit, je le redis, je l'ai porté à la conférence ZAN, je l'ai porté auprès des ministres, je l'ai écrit au ministre, à Christophe Béchu, le ministre dont j'attends la réponse encore. J'ai écouté, enfin, du moins j'ai lu les résumés de la déclaration de politique générale du Premier ministre tout à l'heure à l'Assemblée, qui n'en fait pas du tout état. Je dis et je redis que l'application de cette loi n'est pas possible dans nos territoires. Pourquoi? Parce que sur une ville comme Alès, qui vient d'accueillir au 1er janvier dernier 1000 habitants supplémentaires, plus de 5000 habitants de plus ces 5 dernières années, d'où l'attractivité de nos territoires. Sur l'agglomération d'Alès, qui vient d'accueillir sur ces 5 dernières années 6500 habitants nouveaux, ben ces personnes-là, il faut les loger. Il faut les loger. Et vous savez à peu près, si je prends la ville d'Alès, 5000 habitants, c'est environ 2500 logements de plus. 2500 logements de plus. Il faut donc construire. Il y a une grave crise pardon, dans le logement. C'est un sujet aussi dont je m'empare au niveau national pour essayer de proposer au gouvernement des mesures qui permettent de construire aujourd'hui beaucoup plus que nous le faisons. Mais il s'avère que si demain nous ne pouvons plus construire 1 mètre carré sur nos territoires qui se développent, eh bien, nous allons avoir quand même des difficultés à accueillir dignement les entreprises. Nous allons avoir des difficultés à accueillir les habitations. Nous allons donc avoir des difficultés tout simplement à vivre sur les territoires à taille humaine, d'autant, vous le savez, que sur ce territoire, nous avons d'ici 2031, date où on devra consommer 0 mètre carré, nous n'avons, nous, sur l'agglomération d'Alès et sur le PCN, qu'à peine, entre guillemets, 300 hectares à construire. 300 hectares à construire, alors dit comme ça, c'est énorme, 300 hectares. Mais quand on regarde de plus près, 300 hectares, le cabinet Ancoris nous conseille, dans l'étude qu'il a menée au nom du ministère de l'Industrie, de construire, de mettre en œuvre à peu près une centaine d'hectares de zones d'activité pour accueillir les entreprises qui veulent venir chez nous, une centaine d'hectares. Le ministère de la Transition écologique nous demande, sur l'agglomération, de construire 250 hectares de zones d'accélération des énergies renouvelables, 250 hectares, nous sommes déjà à 350. C'est-à-dire nous avons consommé 50 hectares de plus que ce à quoi nous avons droit, et ça veut dire que nous n'avons plus rien pour construire des logements. Donc voilà, je veux vraiment vous alerter sur ces mesures qui, une fois de plus, partent d'un bon sens, mais qui, en fait, à l'arrivée, sur l'application, se rendent totalement inapplicables et surtout vont léser des territoires comme le nôtre, parce qu'à un moment, ça va arrêter son développement, et surtout léser les populations qui bénéficient parfois de quelques mètres carrés qu'ils souhaiteraient valoriser et qui vont pénaliser aussi nos entreprises qui ne pourront pas se développer. Qu'est-ce qu'elles feront? Ben, elles iront se développer ailleurs. Parce que ce que je regrette, c'est que cette mesure ne s'applique qu'à la France. Et en l'occurrence, sur le reste des pays européens, chez nos voisins, cela ne s'applique pas. C'est-à-dire nous allons connaître à la fois un nouvel exode vers les grandes villes, pour nous entasser les uns et les autres dans des tours, puisqu'on pourra construire, c'est étage sur étage, c'est pas du tout le projet que j'ai pour Alès, je vous rassure, et nous irons nous développer à l'étranger, là où nous pourrons construire. C'est quand même
un problème aujourd'hui sur lequel nos gouvernants perdent une certaine vision. C'est ce que j'ai dit aussi à nos agriculteurs. Ce sera la transition avec le premier sujet. J'ai d'ailleurs des questions. Mais pour finir sur les vœux, donc j'ai eu l'occasion de développer tout ça, de dire que l'avenir de notre pays passait par des territoires comme le nôtre, par des territoires à taille humaine que nous ne souhaitons pas voir trop se développer pour pas devenir à son tour des métropoles invivables. Mais pour autant, il faudrait bien accepter celles et ceux qui font le choix en nombre de venir chez nous. Et il nous faut construire des écoles, il nous faut construire des équipements publics pour les accueillir dignement. Et donc il y a quelque chose sur lequel j'aurai l'occasion de revenir et sur lequel j'espère qu'à Paris, là-haut, dans les ministères, les hautes administrations qui prennent un peu trop le pouvoir, cette technostructure aujourd'hui qui n'est pas en phase du tout avec les réalités de terrain, nous écoutent et surtout nous entendent. Nous entendent, parce que du coup, sinon, de nouvelles colères vont naître dans ce pays, et je crois que nous allons vers des lendemains qui déchantent. Voilà ce que j'ai eu l'occasion de présenter pour les vœux, avec bien sûr tous les projets détaillés, tout ce que nous avons fait, comme je vous le disais, l'année dernière, et surtout tout ce que nous souhaitons faire pour continuer à construire ensemble cette qualité de vie, même si, je le dis, il y a des choses qu'il faut améliorer, il y a des choses sur lesquelles il faut continuer d'investir, il y a des choses qui ne vont pas comme nous souhaiterions que ça aille, mais globalement, nous avons cette dynamique aujourd'hui territoriale, cette dynamique dans laquelle l'ensemble des élus d'Alès Agglomération s'engagent de façon unanime à travers ces projets de territoire. Voilà en quelques vœux, si vous voulez un peu plus de détails, sur les Facebook d'Alès Agglomération, sur les Insta. Vous pouvez écouter la totalité de ce discours et vous aurez donc beaucoup plus de détails sur cela. Alors, je vous le disais, l'un des premiers sujets d'actualité, j'ai reçu de Gilles Vidal enfin pas que de lui d'ailleurs, hein, j'ai reçu quelques messages à la fois d'encouragement suite à mon intervention d'hier soir aux 20h de TF1 sur les déclarations que j'ai faites en allant soutenir nos agriculteurs, que ce soit à Alès, que ce soit à Nîmes, aujourd'hui dans leur combat, qui est leur combat, mais qui est notre combat, celui de la France entière, celui de la souveraineté alimentaire, celui de l'aménagement des territoires, celui de la survie de nos commerçants, de nos agriculteurs, pardon, celui de la qualité de la nourriture que nous devons manger. J'ai eu l'occasion de dénoncer le fait, par exemple, nous l'avons tous entendu à la télé, que l'année dernière, pour la première fois, nous avons plus importé de nourriture que nous n'en avons exporté, alors que la France a été l'un des premiers pays européens en matière de production agricole. Notre agriculture est reconnue dans le monde entier. Nos agriculteurs ont un savoir-faire extraordinaire. Et quand je dis nos agriculteurs, c'est l'ensemble de nos agriculteurs, nos viticulteurs, bien sûr, ici, mais l'ensemble des agriculteurs. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer fortement et de soutenir cette colère en demandant au gouvernement tout simplement du bon sens. Du bon sens. Il y a des mesures que le gouvernement peut prendre, doit prendre, que ce soit en France, bien sûr, et puis pousser au niveau européen pour que des accords comme ceux avec le Mercosur, par exemple, ne soient pas validés, et surtout lutter contre la distorsion européenne. Nous ne pouvons pas, et je le dis haut et fort, accepter une concurrence déloyale entre divers pays européens aujourd'hui sur le prix, sur les normes, sur les contraintes, sur les charges entre nos agriculteurs et leurs agriculteurs. Et donc nos voisins ont bien raison de nous exporter leurs produits et les consommateurs allant vers les produits les plus abordables financièrement, parce que parallèlement à ça, il y a aussi le problème du pouvoir d'achat qu'il ne faut pas négliger. Mais je crois que des mesures fortes s'imposent, et ce n'est pas uniquement avec la détaxation du GNV qu'on va sauver l'agriculture française. Et je le dis fort et clair, aujourd'hui, c'est un enjeu national. Je ne suis pas de ceux qui vont sur les ronds-points pour n'importe quelle raison, vous le savez, et pour autant, là, c'est avec fierté que j'ai été défendre et que je continuerai à défendre, d'autant tant que tout se passe de façon sereine, hein, sans violence bien sûr, et ça je n'accepterai pas la violence, mais je sais pouvoir compter sur nos agriculteurs, sur les fédérations, pour mener avec dignité ce combat pour notre avenir, et notre souveraineté alimentaire et la qualité de nos produits. Donc je crois que c'est important. Je pourrais vous parler
bien sûr des grandes problématiques que nous vivons ici. Vous savez que nous avons voté un plan alimentaire de territoire qui prend des mesures fortes pour soutenir les projets agricoles, les projets environnementaux, parce que l'agriculture n'est pas l'ennemi de l'environnement, c'est clair. Pour autant, une écologie punitive est anti-agriculture. Et je le dirais notamment sur la création de réserves d'eau, où aujourd'hui une minorité d'intégristes de l'environnement aujourd'hui s'oppose à toute forme de réserve, de création de réserves d'eau. Et quand je parle de réserve d'eau, de l'eau de la pluie qui tombe en hiver et qu'il faut stocker pour l'été. Je ne parle pas de pompage dans les nappes, je parle de l'eau qui passe et qui va à la mer si elle n'est pas stockée. Et cette eau, en étant stockée, elle va permettre à nos agriculteurs d'arroser leurs plantations et de poursuivre leur fabuleux, leur magnifique métier d'agriculteur. C'est un sujet parmi d'autres, mais je crois qu'à un moment, il faut savoir dire les choses. Et si l'écologie est raisonnable, et vous savez que je suis un ardent défenseur du développement, et je ne veux pas opposer du tout écologie pragmatique et agriculture. Et d'ailleurs, les agriculteurs sont les premiers défenseurs de l'environnement pour 46% des Français d'après le dernier sondage. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui poser tout ça à plat sur les tables, discuter, et puis essayer d'avancer ensemble avec cette double objectif. Et je le redis bien, j'insiste bien, parce que la caricature est parfois facile, maintenir un développement de notre environnement et éviter cette propagation des gaz à effet de serre et ce réchauffement climatique qui va tuer l'agriculture, là aussi à moyen terme, et donc avec bien sûr le soutien à l'agriculture, et notamment notre agriculture cévenole, l'agriculture de la plaine de la Gardonninque, comme l'agriculture de l'ensemble du département du Gard. Et vous savez que j'ai fait le choix avec Franck Proust de mettre le PAT au niveau du pôle métropolitain entre Nîmes et Alès, parce que là nous avons beaucoup de producteurs qu'il nous faut aider, même si ce n'est pas dans nos compétences propres, si nous n'avons pas les moyens de mettre des milliards d'euros, mais nous avons les moyens d'accompagner, de soutenir et de préserver notre agriculture. Alors Gilles me félicite et c'est sympathique. Quand j'ai des messages sympathiques, je lis tout. Donc voilà, les agriculteurs de l'agglo ne peuvent être que fiers d'avoir le soutien d'un président comme toi. Une interview improvisée comme ça n'a absolument rien à voir avec une vulgaire feuille A4 et 3 mesurettes posées sur un ballot de paille. Merci cher Gilles pour ce message. Ça fait plaisir parfois aussi de recevoir des soutiens dans les politiques qu'on porte. On ne les porte pas pour nous-mêmes, hein, je le dis. Quand je prends la parole, quand je m'exprime, quand je porte une politique publique, c'est pour toute la population qu'on essaie de le faire. Et on le fait avec notre cœur et surtout avec réflexion. Toujours dans le domaine un peu moins sympathique, encore que de Letty et Thomas sur Facebook, les cantines d'Alès et de la Close servent-elles les fruits et les légumes des agriculteurs locaux? Point d'interrogation. Je reviendrai. Être solidaire d'un mouvement qui ne prend en otage que les lambdas allant juste au boulot ou en allant emmener une grand-mère à un rendez-vous médical. Oui, je le redis, je soutiens, je suis contre ce qui est blocage, je suis contre tout ce qui entrave la liberté de circulation. Et d'ailleurs, je veux dire que sur Alès, hier matin, les agriculteurs ont fait du filtrage, mais n'ont absolument pas bloqué les circulations. Je regrette toujours quand effectivement les personnes, on va dire, les Françaises et les Français qui n'ont rien à voir avec tout ça, subissent cela, malheureusement, parfois. Et je ne soutiens pas souvent ce genre de blocage, mais parfois il faut savoir le faire. Quant à nos cantines, oui, je vous l'affirme, Letty et Thomas, nous avons instauré et obligé notre cuisine centrale à fournir au moins 50% sur l'année de produits qui proviennent des filières courtes, ce qu'on appelle les filières courtes, bio de préférence, ou pas bio, mais en filière courte. C'est une obligation que nous avons mis dans le cahier des charges. Mais soyons clairs aussi, à ce jour, tous les produits servis pour nos enfants, pour leur permettre d'avoir une alimentation équilibrée, tout ça est suivi bien sûr par les nutritionnistes, et il y a des règles, ne peuvent pas malheureusement encore venir de filières courtes, mais ils vont pas très loin, et en tout cas, nous faisons en sorte que la plupart de ces produits viennent du local, y compris la viande, je le redis, puisque qui dit agriculture dit aussi élevage, hein. Les éleveurs sont des agriculteurs, et donc avec les dangers qui planent toujours sur notre abattoir, tant que à la fois les subventions n'arriveront pas et que effectivement les tonnages minimum nécessaires à son exploitation ne figureront pas. Donc c'est un double appel que je lance aussi ce soir à l'État, à nos collègues de la région de département qui nous sont engagés à nous soutenir dans cet événement, mais notamment l'État. On ne peut pas avoir double langage, dire qu'on va travailler sur des produits locaux
qu'on va travailler sur la qualité, qu'on va travailler sur des filières locales et ne pas subventionner, ne pas aider ce genre d'outils que la collectivité doit porter, malgré le fait que ce n'est pas la collectivité qui élève des animaux et qui les abat pour donner la viande. Nous sommes là pour mettre en place un outil au service des éleveurs, au service des bouchers et au service surtout des consommateurs. Voilà, mais sans subvention, il y a des études ont été faites pour montrer qu'il nous faut au moins 50% de subvention. C'est un investissement de près de 14 millions d'euros aujourd'hui et c'est les normes qui nous poussent à devoir investir tout ça et ces 14 millions d'euros doivent être subventionnés. Sinon, l'abattoir d'Alès ne pourra pas durer, et ça sera une catastrophe. Je le dis, je le redis, avec Max Roustan, nous soutenons cet abattoir depuis des années, nous avons mis des millions d'euros pour le soutenir. Aujourd'hui, ce n'est plus légalement possible et donc il va nous falloir trouver des aides et donc ça fait partie aussi du soutien aux agriculteurs. Plus d'abattoirs d'Alès, ça sera des fermetures d'élevage, des agriculteurs qui vont perdre leur activité, ce seront des paysages qui seront plus entretenus et ce sera une qualité de viande qui va se perdre avec de la viande provenant d'autres pays où les normes sont beaucoup moins importantes. Voilà. Il faut avoir cette conscience-là, hein. C'est pas un plaisir, c'est pas pour dire on a un abattoir, c'est pas en soi quelque chose auquel nous courons, mais c'est quelque chose de nécessaire et donc c'est dans l'agriculture. Voilà, cher Ricky et Thomas, et désolé si c'est votre grand-mère qui a été bloquée dans les bouchons. Je peux vous dire que les agriculteurs n'avaient pas cet objectif-là, et en tout cas, ils ont fait les choses avec mesure. Et je redis, bien sûr, je déplorerais si violence il y avait, parce qu'il faut rester digne dans ces combats. C'est comme ça qu'on les gagne, quand on est digne et qu'on pense au reste de la population. Je poursuis. Bleu turquoise Chris Baba sur Facebook. Bonjour Monsieur Rivin, tout d'abord bravo à vous de soutenir nos agriculteurs qui ont réellement besoin d'être entendus, mais surtout d'être écoutés. On se moque d'eux depuis pas mal de temps. J'aurais une question indépendamment à ce sujet. Je suis né à Alès il y a 57 ans. Je suis désolé de voir ma ville devenir aussi peu sécurisante depuis ces derniers temps. Entre les marginaux et les racailles, il est difficile de se sentir en sécurité dans les rues. J'ai été moi-même bousculé en promenant mon petit-fils en poussette dans les rues, au niveau du bar du Cristal, en plein milieu d'après-midi. Que comptez-vous faire, Monsieur Roustan, ou même pour sécuriser la ville, afin que nous sentions plus sereins dans cette ville qui a certes favorablement changé sur certains points, mais qui devient, hélas, étouffée par certaines personnes. Peut-être davantage de patrouilles d'agents municipaux sur les bienvenus. Vous seriez aimable de me répondre et je vous remercie. Bien sûr que je vais vous répondre, bleu turquoise Chris Baba. Vous dire effectivement que voilà, vous n'êtes pas la première personne qui me fait part de ces problématiques, que je ne nie pas, qui est réel, notamment ce sentiment d'insécurité. Je vous présenterai, j'ai eu l'occasion de le faire en début d'année, avec le procureur, avec le sous-préfet, avec le commissaire, avec le colonel de gendarmerie, les chiffres des statistiques de la violence. On s'aperçoit quand même, et il faut l'entendre aussi, hein, parce que les chiffres sont les chiffres, que sur 10 ans, on s'aperçoit quand même d'une baisse de certains faits de délinquance aujourd'hui. Par contre, on voit une augmentation très importante de ce qu'on appelle les VIF, les violences intrafamiliales, notamment les violences sur conjoints, et c'est inacceptable, je me suis déjà exprimé là-dessus et je le redis. Une baisse très importante des cambriolages, on est aujourd'hui sur Alès à 310 cambriolages par an, ça veut dire un par jour en moyenne, c'est beaucoup et moins qu'il y a quelques années. Et donc ça, c'est grâce au travail, au développement des réseaux de vidéoprotection. C'est aussi les voisins vigilants qui sont mis en place, les actions de la police, du parquet, qui essaient de lutter contre cette forme de délinquance. Concernant le cœur de ville, c'est un sujet que beaucoup portent. Je suis tous les jours que Dieu fait en cœur de ville. J'y marche, j'y fais du vélo, donc je connais parfaitement ce secteur-là, comme tous les autres de la ville. Effectivement, nous le savons, des recrudescences regrettables, notamment de marginaux. Vous dire que nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot et que nous y travaillons. Donc déjà, des choses ont été faites avec les associations qui les hébergent. Nous avons eu, pas plus tard que la semaine dernière, des réunions avec ces associations qui sont financées pour héberger pour le compte de l'État un certain nombre de ces personnes en difficulté, et il faut les aider également, mais qui parfois ne sont pas en capacité de les gérer au quotidien, et donc qui créent effectivement parfois trop souvent en ville ce genre de désagrément. Vous dire que les agressions
sont fort peu nombreuses parce que nous avons quand même des caméras et que nous intervenons quand nous voyons ce genre d'exaction. Donc nous sommes présents très vite. En moins de 2 minutes, la police municipale est présente sur tous les faits d'agression. Et je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité, bien sûr, d'appeler la police municipale ou devant les caméras, vous avez quelqu'un qui surveille H24 cela. Et puis je peux vous annoncer aujourd'hui que nous travaillons, et je vous ferai ces annonces dans quelques semaines, à la création d'une nouvelle structure pour lutter encore plus fortement contre ces marginaux et contre cette délinquance de proximité. Donc voilà, ça passera aussi par des recrutements. Et vous savez, nos finances ne sont pas extensibles. Et sur des missions nouvelles qui vont être mises en place, nous y travaillons avec les services de la police municipale. Vous avez pu voir aussi que la police nationale est beaucoup plus présente. Donc là aussi, ce sont des consignes données par le préfet, le sous-préfet, d'être très présent. Donc voilà, tous les jours, il y a au moins en permanence 2 patrouilles en ville et donc qui peuvent intervenir très rapidement en cas de désagrément. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est hyper désagréable et que malheureusement nous avons un peu trop de personnes. Pour autant, parce que je crois qu'il faut aussi que nous soyons il faut aussi regarder. Alors, comme on dit, quand on se regarde, voilà, et quand on se compare, on se rassure. Je crois pouvoir dire quand même, chiffre à l'appui, que d'autres villes voisines sont quand même beaucoup plus insécures en cœur de ville et que le nombre de marginaux dans certaines villes, que je ne citerai pas bien sûr, mais que vous pouvez visiter, hein, il faut aller aussi un peu se promener, sont beaucoup plus nombreux que sur la ville. Ça ne nous contente pas. Et je ne vous dis pas que c'est très bien comme ça. Mais je vais vous dire aussi que dans ce monde qui change, dans ce monde qui évolue, dans ce monde où certains font des choix de vie qui ne nous conviennent pas. Hein, parce que dans les marginaux, il y a 2 types de marginaux. Il y a les pauvres personnes qui sont en difficulté pour trouver un emploi ou un logement. Et ceux-là, bien sûr, il faut les aider. Et nous les aidons et nous nous enorgueillissons de les aider, de les accueillir. Nous avons des structures sur Alès, nous avons le CCAS, nous travaillons avec des associations, nous avons un lieu qui leur est dédié et nous continuerons de les aider parce que nous ne pouvons pas accepter que des personnes soient dans la rue pour diverses raisons. Par contre, il y a des personnes qui font ce choix de vie. Voilà. Et moi, je suis plus en colère contre ces personnes. Elles peuvent faire le choix de vie qu'elles souhaitent, mais pas en embêtant les autres qui font d'autres choix de vie et peut-être pas à nos frais. Hein, voilà, donc ça je crois aussi qu'il faut mettre des mesures, et ça dépend malheureusement pas de moi, mais je crois qu'il faut savoir faire la différence entre les différentes personnes, ceux qui ont décidé de vivre de façon marginale, et c'est un choix, et bien ils l'assument, et en tout cas ils ne doivent pas emmerder les autres, et puis ceux qui ont eu un accident de la vie et qu'il nous faut aider, c'est ça la solidarité, et c'est le modèle social français qu'il nous faut protéger, sécurité d'un côté, main de fer, mais gants de velours de l'autre côté pour aider celles et ceux qui souffrent. Ça peut nous arriver à toutes et tous, ne l'oublions pas, nos enfants, et donc il faut aussi être vigilant par rapport à ça. Donc voilà, mais en tout cas, je vous annonce que d'ici quelques semaines, quelques mois, parce que c'est pas très simple, il y aura des annonces qui, je pense, vous feront plaisir et permettront de régler une partie de ces problèmes, même si nous ne pouvons jamais tout régler. Voilà. Mais je redis, les chiffres sur Alès ne sont pas à la hauteur des chiffres sur d'autres territoires. Vous pouvez vous adresser au parquet qui peut vous confirmer cela, par exemple, pour savoir si je vous raconte des carabistouilles. Alors, Patrick Vigouroux sur Facebook. Bonjour, que pensez-vous de la nouvelle implantation de Lidl Pierre Planté? Nous ne sommes-nous pas à saturation, pour ne pas dire à saturation de super et hypermarchés au détriment des commerces, voire du futur marché couvert du centre-ville qui ferme les uns après les autres? Alors, c'est une très bonne question, Patrick. J'ai eu l'occasion aussi de m'exprimer là-dessus. Vous savez, j'espère que vous le savez, qu'avec Max Roustan, nous avons décidé il y a maintenant 5 ans de ne plus accorder aucune CDAC. Les CDAC, ce sont des autorisations préfectorales qui donnent l'autorisation d'ouvrir des commerces lorsqu'ils font plus de 1000 mètres carrés. Voilà, c'est la loi française. Quand vous faites un commerce de plus de 1000 mètres carrés, que vous le créez, vous devez passer en commission, une commission départementale du commerce. Et dans ce cas-là, nous donnons un avis défavorable. Et quand le maire de la commune, le président de l'agglo, donne un avis défavorable, c'est défavorable. Ça, il n'y a plus aucun commerce qui a une CDAC sur Alès et sur l'agglomération, puisque je porte l'avis négatif, sur le territoire. Parce que, effectivement, nous pensons que pour protéger nos commerces de proximité, centre-ville d'Alès, mais des autres communes, eh bien, il faut limiter certains types de commerces. Ça, c'est dit. Et c'est effectif. Sur le Lidl de la Pierre Plantée, vous dire que d'une part, ce magasin était un magasin de très longue date.
Donc c'était un Intermarché qui a fondu le plomb, ça a été un Auchan qui a fondu le plomb, donc ça a été racheté aujourd'hui par Lidl, donc c'est juste un rachat d'un magasin qui existait auparavant, ce n'est donc pas une création, que dans ce cadre-là, nous n'avons rien à interdire, nous ne pouvons rien interdire, puisqu'il y a une CDA, c'est très ancienne, elle doit avoir 15 ou 20 ans, mais que l'ouverture de ce Lidl, qui sera un des plus grands, et je ne fais pas de la publicité en disant ça, hein, de ce supermarché, pardon, va comment dire, pousser à la fermeture de 2 supermarchés équivalents, donc celui qui est un peu plus bas à la pierre plantée, qui va fermer, sur lequel nous avons des projets pour construire des immeubles, des logements, hein, donc il va y avoir un de moins, ainsi que celui de Tamaris, aujourd'hui, qui va fermer. Donc à l'arrivée, Lidl ou pas Lidl, Cora, Leclerc, pour citer tout le monde, Intermarché, Hyper U, voilà, comme ça j'ai cité tout le monde. Il y en a d'autres, je ne sais plus, bon, bref, globalement, il y a la même surface. Donc oui, nous ne pouvons pas l'interdire. Deuxièmement, il n'y a pas d'augmentation des surfaces commerciales. Troisièmement, je suis tout à fait d'accord avec vous pour protéger le commerce entre eux. Je pense même qu'à Alès, on fait référence au niveau national et je suis encore invité à intervenir à Aix-en-Provence dans le cadre d'un congrès dans quelques jours pour expliquer comment nous avons fait pour justement mettre ces moratoires en place à l'époque pour protéger le commerce du centre-ville. Ce commerce du centre-ville qui souffre, je le redis, avec la fermeture de places de stationnement pour l'instant au marché de l'Abbaye, qui souffre avec la crise, qui souffre avec la crise du pouvoir d'achat, mais que nous faisons tout pour essayer de soutenir fortement, parce que nous y croyons, c'est un choix politique de très longue date. Aujourd'hui, voilà, nous faisons tout, donc vous savez, il y a des choses que nous pouvons faire, il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas faire. En tout cas, je ne peux pas interdire le remplacement d'enseigne, en fait, tout simplement, dans un supermarché existant bien avant même que nous soyons aux affaires de cette ville. Voilà, et puis après, il faut être aussi clair, un certain nombre d'Alésiens, d'Alésiennes, grands Alésiens vont aussi dans ces supermarchés parce qu'ils ont besoin des prix pratiqués, ils ont besoin des produits qu'on y trouve. Et puis au cœur de ville, on ne trouve pas tout, on ne trouve pas tous les produits qu'on trouve en grande et en moyenne surface. C'est ça aussi l'équilibre. Vous savez, il ne faut pas être manichéen dans la vie, c'est pas 0 ou 1, c'est pas tout ou rien, c'est pas petit commerce et plus de grande surface. En fait, ça n'aurait pas de sens. La vie, c'est un équilibre. Et l'équilibre, il doit être fait. Nous travaillons, nous faisons des études pour cet équilibre. Et donc, nous nous engageons. Voilà. Et quant au marché de l'abbaye, puisque vous en parlez, c'est évident que c'est notre projet de ces 2 prochaines années. Et je suis persuadé qu'une fois qu'il sera ouvert, que les travaux seront terminés, nous aurons là un centre de rencontre, un lieu d'achat de produits de grande qualité, un lieu de vie, tout simplement, avec ces commerces qui vont être traversants, qui vont être ouverts la journée pour certains d'entre eux. Voilà, ça sera un nouveau lieu. J'espère que dans ce cas-là, toutes et tous, nous irons là-bas. Nous irons là-bas parce qu'il faudra aussi soutenir ces commerçants qui vont eux aussi investir dans leur prochain stand. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, hein, mais nous savons Alors, du coup, est-ce que je vois que Mike Portalier, y a-t-il des informations sur une éventuelle reprise des 2 Lidl qui vont fermer, autre magasin ou autre? Alors, je vous l'ai dit, sur un des Lidl qui va fermer, ça va être un projet immobilier, puisque nous avons mis dans le PLU l'obligation dans ce quartier de construire du logement. Et donc, ça va être du logement. Nous sommes à la recherche d'investisseurs sur Alès. Donc qui vont nous présenter, j'espère, un projet. Mais là, c'est privé, hein, parce que c'est un terrain privé. Ils vont acheter le terrain, ils construiront des logements dans les conditions prévues au PLU, hein, donc dans les conditions. Quant au Lidl de Tamaris, je n'ai pas de retour pour l'instant sur ce qui va se passer. Il y a moins de projets. J'ai pas entendu d'un projet de logement là-bas, mais nous en reparlerons dès que j'en saurai plus. Je vous dirai tout. Hein, il y a totale transparence sur le truc. Alors Karine Murat, alors ça arrive partout, c'est super. Y a-t-il un projet de développement avec une université? Ah, très bonne question. Alors oui, je rencontre le président de Nîmes, de l'université de Nîmes dans les prochains jours. Nous travaillons depuis des années avec lui. Vous savez, dans le cadre du pôle métropolitain de Nîmes-Alès que je préside, nous avons mis l'enseignement supérieur comme thématique sur lesquelles nous travaillons. Et nous avons un projet entre l'université de Nîmes et, je l'espère, un jour d'Alès pour faire en sorte, et je l'ai dit ce matin par exemple au Forum Bac+, que nous avons organisé
Alès Agglomération, nous avons besoin de développer les filières de post-bac, ce qu'on appelle post-bac, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit en lycée professionnel, que ce soit en université bien sûr, en école d'ingénieur, en école de commerce, à développer pour qu'aucun jeune alésien diplômé du bac ne puisse pas ne pas faire d'études supérieures. Donc bien sûr, parfois il faut se déplacer, on n'aura pas demain ici toutes les formations qui existent en France, c'est pas possible, je ne vais pas vous le promettre, hein. J'aimerais bien mais c'est pas possible, mais nous avons quand même l'IMT Minalès qui va se développer, je vois Asia Tria, directrice bientôt pour un projet de développement et pour faire en sorte de créer des nouvelles ouvertures qui permettront à plus d'Alésiens d'y rentrer. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une filière en apprentissage à l'IMT Minalès, qui d'ailleurs, je le dis, j'espère que vous avez vu la formation, est désormais 14e école d'ingénieurs française, c'est énormissime, 14e, et première d'Occitanie. Donc nous sommes très fiers de cette école des mines d'Alès, l'IMT Minalès, qui brille dans tous les classements, à l'international, au national, qui a développé l'apprentissage. Hein. L'apprentissage, ça permet à des gens qui travaillent, qui sont techniciens, qui ont fait des BTS, tout ça, de prétendre à devenir ingénieur, le même diplôme d'ingénieur que la filière générale. Et donc, je sais que la directrice de l'IMT Minalès a des grands projets, création d'un bachelor ou d'autres choses, permettre au plus grand nombre de faire des études de sciences. La science, c'est nécessaire et trop peu de jeunes gens et de jeunes filles font ce choix-là d'aller dans les études de sciences, et pourtant tout est science. Même si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tout est science, et donc aujourd'hui il faut pousser nos jeunes à y aller. J'étais heureux de voir toutes ces terminales, ces premières aujourd'hui à l'espace Caso, venir se renseigner. J'étais heureux de voir tous ces instituts de formation, des universités, de ces écoles, de ces BTS, de ces apprentissages, de ces sections d'apprentissage qui étaient présentes. J'en profite pour refaire une nouvelle fois la promotion de l'apprentissage lorsqu'on n'est pas fait pour, on va dire, des études uniquement à l'école. Et ben, il y a cet apprentissage. Ce sont les mêmes diplômes, je le redis, c'est une filière d'excellence, l'apprentissage, et c'est une filière aujourd'hui dans laquelle on peut passer jusqu'au diplôme d'ingénieur, hein, l'IMT, mais tout type de diplôme, du CAP au diplôme d'ingénieur en apprentissage. Et je rappelle, c'est un contrat de travail, donc quand on est apprenti, on travaille, on a un contrat de travail et on va à l'école. C'est assez génial et ça marche super bien. Donc vive tout ce qui est orientation, vive, j'espère, un projet universitaire. En tout état de cause, je le redis, j'espère qu'il y a des parents, j'espère même qu'il y a des jeunes qui me regardent ce soir ou en différé, dire que, presque supplier les jeunes, de dire qu'aujourd'hui leur avenir passe par la formation. Par la formation. C'est essentiel de pousser nos jeunes à aller se former le plus longtemps possible en fonction de ses capacités, de ses envies. C'est nécessaire pour préparer demain, c'est nécessaire pour leur avenir individuel et personnel. Et je le déplore, j'aurai l'occasion d'en reparler aussi dans d'autres lieux, certains dispositifs qui poussent plutôt nos jeunes à aller vers d'autres secteurs, et en tout cas pas vers l'emploi, ni vers la formation. Il va falloir à un moment que les choses changent, hein, parce que voilà, même si on sait qu'aujourd'hui on fera peut-être 3 métiers dans sa vie, c'est pas grave, on se formera tout au long de la vie et c'est essentiel. L'avenir se passe à l'école. Et donc à l'école et notamment dans le post-bac. Donc chers jeunes, continuez à travailler, et ce matin ceux que j'ai vus étaient très motivés pour faire des belles études, et donc nous sommes à fond pour les aider. Et donc projet universitaire, école du numérique que nous avons développé, tous les campus BTS, le lycée JBD, lycée Prévert, les écoles privées, publiques, la salle, enfin bon, je ne vais pas les citer, qui font du post-bac. Important, sur Alès, on peut se former, et sur le Gard, on peut se former aujourd'hui dans quasiment tous les métiers. Donc allez-y surtout en bus, mais allez-y surtout aussi à pied et en train. C'est une dédicace, allez-y en vélo, en covoiturage. J'ai 2-3 dédicaces à faire ce soir au cours de l'émission. On m'a demandé de passer des petits messages. Donc là, déjà, un petit message, elle comprendra, pour Fantomette et pour mes mamies du matin, voilà, que je salue et qui m'ont demandé de leur faire un petit coucou ce soir en Facebook Live. Alors, je le fais avec plaisir, puisque je rencontre tous les matins dans les cafés où je passe beaucoup d'habitants de ce territoire qui m'interrogent, qui me posent des questions, qui m'encouragent ou qui m'engueulent. Bon, voilà, ben, écoutez, c'est sympa, c'est la vie. Mais c'est comme ça qu'on met des politiques en place. Donc, à demain matin. Pas à vous, hein, je n'ai pas fini, mais là, c'était cette spéciale dédicace, c'est pour pas que j'oublie. Elle m'avait dit que j'étais pas capable. Et bien sûr, je suis capable, mais entre nous, hein, d'ailleurs. Hein, donc, si on peut pas un peu se détendre. Voilà, alors je continue, je reçois plein de messages. Voilà. Ah, Sylvie de Marcy, ma Biterroise préférée.
Pourquoi l'impasse Georges Sand, près du centre horticole, n'est jamais nettoyée? Alors, bah, écoutez, Sylvie, alors je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas passé impasse Georges Sand, donc vous avez sûrement raison. Si vous le dites, c'est que vous avez sûrement raison. Je vais demander au service de faire un petit effort. Pourtant, si c'est pas loin des serres municipales, donc le pôle environnement urbain est très proche, donc je vais regarder. C'est pas normal si c'est jamais nettoyé et je vais m'en occuper. Ça me permet de parler un peu de propreté, puisque c'est vrai que j'ai eu quelques remarques, certaines très justes et très judicieuses sur sur parfois des manques de propreté. Alors deux choses, je l'ai déjà dit et je le redis, je crois qu'à un moment il faut aussi qu'on soit clair entre nous. Je regarde l'heure parce qu'il est 19h44 et j'ai encore plein de questions. Je dis juste une chose, d'une part, il y a beaucoup d'employés municipaux dont les métiers est d'entretenir la voirie. Nous avons plus de 600 km de voirie, donc on ne peut pas passer partout tous les jours, hein, on n'a pas les moyens. Nous avons des balayeuses qui passent, mais nous avons aussi des gens qui régulièrement salissent nos voiries. C'est pas les employés municipaux qui font caca sur les trottoirs. Ah, je vous le dis, c'est ni moi d'ailleurs non plus, hein, je vous rassure. Et donc il y a des rues, effectivement, on a le sentiment qu'il y en a qui prennent un malin plaisir à mettre les papiers par terre, à jeter des canettes de coca ou d'autres choses, d'amener leurs gentils compagnons à faire des petits... Voilà. Et nous passons nos vies, et eux, hein, les premiers, à nettoyer. Ben écoutez, c'est pas pour ça que vous payez des impôts. Si chacun faisait un petit effort, hein, de ramasser, on distribue des pinces à crottes, je le redis en mairie, voilà, donc il faut y penser à quelqu'un qui peut glisser dans un excrément de chien, hein, une mamie peut tomber, se casser le col du fémur, il faut y penser aussi. Il faut dire qu'on a relancé aussi les verbalisations, ça fait partie des choses, hein, quand on prend quelqu'un sur le fait, ben voilà, on est verbalisé, parce que c'est pas du civisme, c'est important, et puis je crois que le vivre ensemble, c'est tous faire un effort hein, collectif, j'en ai parlé pour les poubelles, je n'en parlerai pas ce soir, on doit tous faire un effort sur la citoyenneté, sur la qualité de vie, sur la gestion de nos poubelles, de mieux trier, de ne pas jeter dans la rue, d'entretenir l'espace public, de couper les herbes devant chez soi. Ça fait partie de la loi. Hein. C'est pas pour faire plaisir à Christophe Rivin, qu'à Max Roustan ou à la ville d'Alès. Ça fait partie des règlements. C'est la loi française, hein, c'est le code civil qui nous impose de nettoyer nos devants de porte, d'entretenir nos ruisseaux jusqu'à la moitié parce qu'on en est propriétaire. Voilà tout ça. Il faut qu'on le fasse tous. C'est un petit effort, mais un petit effort de chacun. Bon, c'est une qualité de vie extraordinaire. Et vous voyez que tout ça va dans ce sens-là. Donc Sylvie, c'était la Biterroise. Voilà, je vais regarder quand même, j'ai noté tout ça. Et on va regarder tout cela. Alors je continue. C'était Patrick Vigourou. Je dis TA par mail. À ce jour, nous n'avons plus de bornes électriques en centre-ville. Nous avons plus de camions pizza que de bornes électriques. C'est peut-être possible. La seule encore en activité, mais très souvent prise, est celle en face de Midi Libre. Le marquage au sol devrait être plus visible, très souvent occupé par les voitures essence ou gasoil. Alors ça, c'est pas bien. Dites-le, hein, on verbalise. C'est-à-dire, y a-t-il des projets de nouvelles bornes dans le centre-ville ou pour les habitants du centre? Alors, vous avez raison. Et globalement, du coup, j'ai sorti, vous savez, on trouve sur Internet, on publie, j'ai sorti le plan des bornes électriques sur la ville d'Alès, dans le centre et sur les quartiers. Hein, donc tout ça est téléchargeable. Vous dire qu'effectivement, nous avons des projets de développement. Nous avons un accord avec le SMEC, le syndicat d'électrification du Gard, qui est chargé sur le département du Gard de développer ces bornes. On a été la première ville du Gard à en avoir. Mais c'est vrai qu'il faut accélérer. Il y a des bornes à recharge rapide. Alors, on ne peut pas les mettre n'importe où, hein, je vous rassure, parce qu'il faut que les réseaux électriques supportent cette recharge rapide. Ça dépend de la tension, de l'ampérage des réseaux. Et donc, on ne peut pas le faire n'importe où. Nous en avons à côté de Pibaro, nous en avons en face du Myriapol, devant le centre de l'OAC. Et en ville, nous avons des bornes. Alors, il y en a une qui est démontée, c'est sous le marché provisoire place de la mairie, mais qui va être déplacée à quelques mètres là. Et nous avons effectivement un certain nombre de bornes. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 en centre-ville. Alors quand on dit des bornes, c'est des emplacements, mais il y a plusieurs, parfois bornes ou prises sur les bornes. 6 emplacements. Nous avons maintenant aussi, puis c'est une obligation pour elles, toutes les grandes surfaces qui ont des bornes. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sur la ville d'Alès. Alors elles ne sont pas en cœur de ville, on est d'accord, mais c'est aussi la possibilité en charge rapide de se charger. Nous avons des projets de développement. C'est vrai qu'il faut accélérer. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous savez, je roule personnellement en voiture électrique. Effectivement, bon, c'est vrai qu'on charge parfois chez soi quand on a la possibilité. Mais il faut aller plus loin. Donc, vous avez raison. Pour autant, donc, on analyse aussi les utilisations des bornes. Beaucoup sont encore sous-employées, même si elles sont vides. Alors, je ne parle pas des voitures qui se garent le matin, qui chargent et qui reviennent à midi et rentrent chez eux. Bah, oui, mais ça malheureusement, c'est une voiture, une place.
pour la journée. Donc là aussi, un peu de civisme, ça veut dire on branche un peu sa voiture et puis on laisse la place aux autres pour que d'autres voitures puissent venir se brancher. Ça aussi, ça fait partie du vivre ensemble, me semble-t-il, et j'ai moi-même vu des voitures diesel, donc on va être vigilant là-dessus, et je vous tiendrai au courant de ces développements. J'ai eu une réunion au mois de décembre dernier ou novembre dernier avec le service du SMEC pour voir un peu ce plan de déploiement que nous développons. Donc merci pour cette question, Théa. Elodie sur Facebook, bonsoir. Alès est de plus en plus attrayante et va vers le bon chemin. Fier d'être né à Alès et de venir voir ses commerçants en centre-ville. Bonne continuation. Oh ben merci, Elodie. Voilà, ben écoutez, c'est sympathique, ça fait plaisir aussi de temps en temps. Information, bon, ça concerne moins Alès qu'on me donne, effectivement, c'est que la première étape de l'Étoile de Bessèges qui se court ce week-end est malheureusement annulée. Alors, je me suis un peu interrogé, donc c'est très dommage pour l'association que nous soutenons de l'Étoile de Bessèges. C'est lié au fait que l'itinéraire, alors ça concerne Bellegarde, c'est la première étape, c'était au sud, ça concerne pas Alès, mais ça concerne l'Étoile de Bessèges, et donc elle sera annulée. Par contre, mercredi, jeudi, pardon, quand on va arriver vers chez nous, vers Rousson, et puis pour finir à Alès dimanche, hein, je vous invite toutes et tous à la fois à aller sur Rousson, aller sur les routes de l'agglomération, hein, qui vont être Saint-Christol et autres, et finir à Alès pour le fameux contre-la-montre vers l'Ermitage. Venez nombreux s'il fait beau, dimanche après-midi, pour voir tout cela. Qu'en est-il des trous sur le pont entre le bowling et Intersport? Eh oui, je sais, c'est vous qui avez dû me poser. Je sais, les services. Alors, je vous l'ai dit peut-être en décembre dernier, je ne sais pas si Mateuse, c'est vous qui m'avez posé la question la semaine dernière, mais on ne goudronne pas quand il fait froid. Alors, il fait plus de point froid, donc on attend. Et pourquoi? Parce que le goudron prend trop vite, il rafraîchit trop vite et ça ne fait pas des bons goudronnages. Donc, l'hiver, on ne goudronne pas, on goudronne quand il fait chaud. Et donc, j'ai dit je me suis engagé à faire en sorte que, on va dire, d'Hyper-U au pont sur le Gardon, nous regoudronnions assez rapidement. Donc ça se fera en 2024. On est en train de préparer le budget, c'est complexe, mais on va essayer de le mettre. Teddy, les poubelles par terre, Kibina, aussi horrible. Ah bah, ça, Teddy. J'y passe très régulièrement, j'envoie les services, j'envoie nos gardes de l'environnement, on essaie de chercher les responsables de ces pollutions. C'est interdit de faire ça, pour les verbaliser, hein. Je rappelle qu'un dépôt sauvage, c'est 1500 euros d'amende, hein, et que quand il faut les mettre, on les met. Mais là aussi, c'est dégueulasse, voilà. Et là aussi, nos agents Reaper, ceux qui ramassent les poubelles, ils ne sont pas chargés de ramasser la merde des gens. Ils ramassent les poubelles, les sacs jaunes le mercredi, ou les poubelles jaunes, et ils ramassent les poubelles les autres jours. Ils ne ramassent pas les encombrants, tout ça, ça ne rentre pas dans les camions. Et pour une raison simple, c'est que ça doit être trié, recyclé, ça va dans les déchetteries. Voir avec les encombrants, on appelle le numéro vert et on prend un rendez-vous pour qu'on vienne vous chercher vos encombrants. On a tout ici sur Alès, donc moi je ne comprends pas les gens qui se foutent de tout. On revient au civisme, et à un moment, quand on n'est pas civique, ben écoutez, ben voilà, voilà, moi ça m'affole. Je veux dire quelque chose. Voilà, j'ai pas été éduqué comme ça m'affole de voir tout ça. Ça m'attriste réellement, et je suis pas. Voilà, je ne veux pas passer ma vie à engueuler tout le monde. Enfin, on n'est pas élu pour engueuler tout le monde, on est là pour rendre les gens heureux. Et pour autant, voilà, en tant qu'officier de police judiciaire, je suis aussi dans l'obligation de faire appliquer les textes. Alors, la pétanque sur Brouage. Et si le boudron de Brouage à l'Est était ouvert, et il faudrait forcer un peu les gars, même pas d'infos, quel dommage. Ah, Lab Pétanque sur Facebook. Alors, Lab Pétanque, je vous l'ai dit, je ne me suis pas engagé sur les dates, mais on n'est pas loin d'une bonne nouvelle. Alors pourquoi pas sur les dates? Là, c'est pas les services municipaux, le travail est fait. On attend maintenant les autorisations, les bureaux d'études par rapport à la structure pour être sûr qu'elle ne va pas s'écrouler. Je vous rassure, elle ne s'écroulera pas, hein, de Boège. Et une fois qu'on aura tout, ben, on en reparlera. C'est bientôt. On met la pression sur tout le monde. Et voilà. Donc oui, je suis aussi pressé que vous d'ouvrir cet établissement. On en parlait avec Max Roustan pas plus tard que la semaine dernière. On a mis la pression sur tout le monde. Ça va arriver, voilà. Mais effectivement, voilà. Quand je dis ça va arriver, ça arrivera avant l'été, voilà. Donc on va le faire. Éric Malesson, donc la pétanque, accessibilité handicapée en fauteuil électrique roulant manuel des bus de ville, allez-y. Hauteur des bus non adaptés aux arrêts de bus. Alors,
C'est une bonne question. Alors, je connais bien la réponse, c'est sur la même mobilité d'une part. Donc c'est le problème sur l'accessibilité. Je vais vite lire parce qu'en plus, voilà, c'est écrit petit. Euh, donc tous nos bus sont accessibles. Je le dis, tous les bus de ville, d'Alès sont accessibles. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que tous nos arrêts ne sont pas accessibles. Parce qu'il faut, vous le voyez sur ceux qui sont accessibles, des trottoirs beaucoup plus hauts, les bus arrivent, ont des panneaux, il suffit de demander au chauffeur qui doit rendre des plus accessibles. À ce jour, on a 40 arrêts qui sont accessibles et j'en ai prévu 10 de plus en 2024, donc pour arriver à une cinquantaine d'arrêts. Je rappelle à nos amis en difficulté de mobilité que nous finançons aussi le GIHP, qui est à votre disposition pour venir vous chercher chez vous et vous amener sur place. Ce sont des bus qui sont équipés, que nous finançons également, et c'est le GIHP, donc vous connaissez cela. Et puis par contre, je le redis aussi, si vous avez un arrêt en particulier où nous savons qu'il y a des personnes à mobilité réduite qui sont intéressées, ben, nous ferons ces travaux en priorité. Si c'est possible techniquement, il faut des largeurs, il faut des hauteurs, il faut des accès. C'est pas toujours simple. Il y a des rues qui sont pas faites pour ça, qui sont très anciennes. Mais écoutez, monsieur Malesson, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, un message. Dites-nous où c'est. Je vais envoyer les services. Regardez tout ça, mais c'est une obligation. Il est 19h55, j'ai encore plein de questions, notamment, j'ai vu tout à l'heure une question sur le rugby club. J'espère qu'on nous regarde. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où cette question sur le rugby club? Je ne la trouve plus, le rugby club Sévenol. Donc voilà, il y a beaucoup d'usagers. Voilà, c'était un message en fait de Gladys Sacher. Voilà, sur l'état du stade de la Montetiole de rugby. Oui, Gladys, vous avez raison. Il est en très piteux état ce stade et effectivement, nous devons aujourd'hui proposer autre chose aux rugbyman. Je voudrais quand même dire deux, trois petites choses quand même. Parce que c'est vrai que nous avons investi dans le sport, la piste d'athlétisme, nous avons investi dans l'escalade, tout ça, mais c'est pas ça ou ça. Le problème du stade de rugby, j'en ai parlé beaucoup avec les dirigeants, qui ne me disent pas quand même qu'on ne les a pas rencontrés, je les vois régulièrement, je les ai encore vus samedi, c'est pas très cool de leur part. Et avec Marie-Claude Alvedejo, l'adjointe au sport, avec Max Roustan, c'est vrai que c'est un sujet. Sauf qu'il y a un seul lieu, aujourd'hui sur Alès, où on joue au rugby, contre beaucoup de lieux où on joue au foot. C'est l'histoire. Pas moi qui ai créé les stades de foot, c'est pas Max Roustan, c'était avant nous. Et nous avons plus de stades de foot que de rugby, parce que le rugby n'est pas un sport historiquement, on va dire, séminole et alésien. Et nous aimons le RCC, nous aimons le rugby, je le dis bien. Nous avons mis un projet avec les services, avec le rugby. C'est un projet qui revenait à 1 800 000 euros, sans aucune subvention. Mais nous n'avions pas les moyens. Et ce projet, on rasait tout, on refaisait la tribune, les vestiaires qui sont en état lamentable. Là aussi, j'appelle toutes les équipes en foot, en rugby, à protéger un peu le patrimoine municipal quand même, parce que parfois... Et j'ai des exemples, j'ai des photos le lundi matin quand on va, les services des sports, on va dans certains vestiaires, je ne parle pas que du rugby, on voit un état, il y a manque d'entretien. Pour autant, effectivement, la pelouse, il faut la refaire. Donc j'ai rencontré les dirigeants, je m'engage effectivement avec la ville, ce sera l'agglo ou la ville, on doit regarder qui est compétent là-dessus à refaire une pelouse, mais, quand nos services municipaux, je le dis aussi, disent qu'il a plu, et donc, le terrain honneur du rugby ne doit pas être utilisé pour l'entraînement, pour le protéger, pour le match. Et qu'on nous dit non, 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 nous on veut jouer là-dessus pour s'entraîner, ça aide pas au maintien de la pelouse. Voilà, à un moment, vous savez, le foot, on parle du foot, à Pibaro, j'interdis l'utilisation de la pelouse pour trop d'entraînement. Parce que sinon, si les footballeurs de l'équipe 1 que nous aimons aussi et que nous soutenons s'entraînent tous les jours à Pibaro, samedi sera pareil, ce sera un carnage. Donc voilà, il faut aussi, sur l'utilisation des équipements, faire attention. Quand on joue sur un terrain mouillé au rugby, ben ça l'abîme, mais après on ne peut pas le récupérer, surtout en janvier. La pelouse, elle ne pousse pas. Donc voilà, et je le dis, donc nous avons un projet, je vous en reparlerai pour faire un lieu dédié au rugby, mais pas sur place, parce qu'il n'y a plus assez d'espace sur place pour le faire, peut-être un peu ailleurs, mais en tout cas, nous allons refaire la pelouse. C'est beaucoup d'argent, hein, ça va être 200 à 300 000 euros quand même pour une pelouse, mais je le dis, quand on refera la pelouse, eh bien, il faudra aussi faire en sorte d'accepter, quand on dit on joue pas, ben on joue pas, parce qu'après, on va pas mettre de l'argent public toujours pour refaire. Mais nous aimons le rugby, que le rugby ne dise pas qu'on ne se voit pas, hein, on se voit très, très régulièrement, et ça vous me trouvez, hein, et ça vous trouvez Max Roustan. Donc voilà, il y aura un projet sur le rugby. Bon, après, un peu de
voilà, un peu de bienveillance dans certains messages et surtout un peu d'honnêteté. C'est vrai qu'on est là, on se voit, je pense qu'on est toujours en ville et je vous explique clairement ce qu'il en est. J'ai pas 1 800 000 € pour faire ce terrain de rugby. Quand on fait le stade, par exemple, le stade Pibarou, on est financé à 80%. Coûte 1,3 million, on est financé à 80%. Donc on peut le faire, ça coûte moins cher aux contribuables. Au rugby, pour l'instant, on n'a pas de subvention. Quand on va trouver des subventions, s'il faut mettre 1,8 million, on va les trouver. Il y a un grand débat, pelouse synthétique ou pas pelouse synthétique. Donc tout ça est en cours. Dans le cadre du préparation budget 2024, on va en reparler. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'abandonnons pas le rugby. Et je suis présent, pas trop régulièrement, mais quand il faut. Quand Nathalie Portel, quand la tour de pharmacie des quartiers des Cévennes doit-elle être détruite? Là, c'est à partir. On me dit qu'avant l'été, elle sera enfin démolie, cette tour du Grabieux. Ça fait 10 ans qu'on attend de procédures, de ci, de mi. Là, c'est bon, c'est parti. Les démolitions dans le cadre de l'ANRU continuent et cette tour devrait être tombée. M'a-t-on, voilà, vous voyez, mais c'est enregistré ce que je dis. On s'est engagé effectivement à ce qu'elle soit tombée fin du premier semestre. Hein, donc on va surveiller et je vais surveiller moi aussi parce que maintenant il va falloir reconstruire derrière tout ça dans le quartier Faubourg de Rochebelle. On attaque encore la Grange au Moulin. Il y a encore des travaux jusqu'en juin 2025 et après ça sera super chouette. Voilà, tout ça, ça continue. C'est la rénovation urbaine et tout va bien. Il reste 1 minute. Il y avait une question de Rachida. Sur Facebook concernant les enfants qui voyagent sur la ligne Tamaris-La Miraillette. Les enfants voyagent dans des conditions inadmissibles, mettant en danger de sécurité leur bien-être à 7h45, 11h45, 13h45, 16h45. Les bus sont pleins. Certains enfants, faute de place dans les bus, sont laissés sur le trottoir. Pour ceux qui ont la chance de monter dans le bus, ils voyagent serrés comme des sardines. Il serait d'usage de penser doubler le nombre de bus, etc., etc. Bon, a priori. Alors, cher Rachida, tout simplement, quand j'ai vu votre question cet après-midi, j'ai appelé les services. Ils m'ont donné les chiffres de fréquentation validés. Les bus ne sont pas pleins. Bon, je vous dis ce qu'on m'a dit. Hein. Je ne dis pas que vous ne dites pas la vérité. J'ai demandé donc aux agents verbalisateurs de venir vérifier sur place in situ à ces heures-là et on fera ce qu'il faut. Pour l'instant, les chiffres que j'ai et les chauffeurs ont confirmé qu'ils n'ont jamais été pleins. Alors c'est vrai que dans les bus de ville, surtout quand on fait 10 minutes de bus, on peut être un peu quiché, ben oui, mais on n'est pas dans le métro parisien encore. Hein. Donc voilà. Et puis je rappelle effectivement que nous développons au maximum les transports en bus. J'espère que tout le monde valide bien son ticket parce qu'à chaque fois qu'on valide, on a le nombre de personnes dans chaque bus et on sait donc quand les bus sont pleins et tout ça. Moi, à ma connaissance, enfin de ce qu'on m'a dit, et une fois de plus, je ne dis pas que vous ne dites pas la vérité, hein, Rachida. Pas ce que je dis, mais ce que les services d'Alésie m'ont dit, c'est qu'à aucun moment, des gens étaient restés sur le trottoir. Et même si on peut être serré dans les bus, c'est une réalité. Ils n'ont jamais été pleins au sens réglementaire du terme, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui pouvaient rentrer dans le bus. Voilà, mais écoutez, j'ai encore des questions qui arrivent, mais on les gardera pour une prochaine fois, on vous y répondra. Il est l'heure, je crois. Quelle heure il est? 20h02. Bon, comme on a eu les 3 minutes du clip en entrée, vous avez vu le petit film que j'ai présenté aux vœux, réalisé en interne par la ville d'Alès. Donc un petit film de promotion. Ici, demain commence aujourd'hui. C'est une réalité que j'espère j'ai pu vous expliquer un peu ce soir. Comme je vous l'ai dit en introduction, tout n'est pas parfait dans ce bas monde, mais nous travaillons à rendre les choses les plus agréables possibles. Nous avons un territoire où nous vivons globalement plutôt bien et nous faisons en sorte, Max Roustan, l'ensemble des équipes, les fonctionnaires, les cadres, l'ensemble des élus de la ville d'Alès et d'Alès Agglomération au quotidien, de vous rendre la vie plus agréable avec nos moyens. Nos moyens, ce sont vos impôts, ce sont les impôts des Françaises et des Français et nous essayons de faire en sorte de répondre à vos attentes. C'est le projet de territoire, c'est le projet pour lequel vous nous avez élus en mars dernier et je reste bien sûr à votre écoute ce soir, dans un mois ou peut-être je vous recevrai pour ce Facebook Live en direct du Salon de l'Agriculture où je représenterai l'agglomération où je dois rencontrer des responsables nationaux, le ministre et d'autres responsables pour parler abattoirs, pour parler filières, pour parler PAT. Et du coup, comme ça tombe le dernier mardi, je vais voir si techniquement je peux faire du Salon de l'Agriculture en direct sur Facebook Live, mais dans les mêmes conditions, autour de vaches, autour de cochons. Ça serait super bien, j'espère que ça sera le cas en tout cas. Écoutez, passez une belle et bonne soirée, une belle fin de mois de janvier. Et puis écoutez, à très bientôt dans la ville d'Alès, dans nos diverses réunions. Pensez que 2024 est aussi l'année de la culture. Alès Agglo, scène des mondes en 2024, 600 événements.
que vous pourrez retrouver bien sûr sur tous nos sites alès.fr, sur le journal d'Alès Aglo et dans l'ensemble des équipements culturels, le cratère et autres de la ville d'Alès. Et donc rendez-vous, je cherche la date, écoutez, fin du mois, le dernier mardi, je n'ai pas marqué la date, du mois de février, et peut-être en direct du Salon de l'Agriculture. Ah ben ça y est, on l'affiche 27 février à 19h. Merci pour votre attention. Belle et bonne soirée à toutes et tous. À très bientôt pour la poursuite de nos aventures. Merci.